à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité de ce journal. C'est l'événement gastronomique de l'année. La cérémonie du Guide Michelin 2025 a tenu toutes ses promesses. Dans cette édition, retour sur les moments forts et les nouveaux chefs étoilés avec Moselle TV. Candidat pour la présidence des Républicains, Laurent Wauquiez a tenu un meeting à Feurs dans la Loire. Devant plus de 400 sympathisants, il a évoqué sa vision de la France pour les années à venir. Nous l'écouterons au micro de TL7. Entré en vigueur depuis plus d'1 an, le permis de conduire est accessible dès l'âge de 17 ans. Une mesure décriée par les professionnels du secteur. Explication dans cette édition avec Vosges Télévisions. Et puis en fin d'édition, préparez vos couverts et votre assiette. Nous découvrirons le meilleur Queen Yaman de Bretagne. Notre partenaire TVRN a pu rencontrer le vainqueur 2025. Surtout, ne manquez pas ce reportage. Ce 31 mars avait lieu la mythique cérémonie du Guide Michelin. Cette année, les chefs étoilés s'étaient réunis à Metz. Un événement toujours aussi haut en couleur, avec une dose de joie intense pour les nouveaux chefs étoilés, comme Charles Colombo et son restaurant Yozora. Retour sur cette cérémonie avec Moselle TV. Regardez. Yozora, Charles Colombo, Metz. Consécration pour Yozora. Seulement 9 mois après son ouverture, le restaurant gastronomique décroche sa première étoile au Guide Michelin. Installé au centre Pompidou-Metz, l'établissement aux créations d'inspiration japonaise devient ainsi le premier restaurant étoilé de France à prendre place dans un musée. Pour Charles Colombo, c'est une double reconnaissance puisque le chef gastronomique avait déjà été distingué en 2022 pour la maison dans le parc à Nancy. J'ai quand même été appelé le dernier de la cérémonie, c'est-à-dire qu'ils ont fait défiler tous les départements, toutes les régions, tous les chefs. Et on m'a appelé en dernier, j'ai pas eu de coup de fil comme certains ont eu. Donc j'étais là en ma qualité de chef étoilé en Meurthe-et-Moselle et point barre. Et donc je ne m'attendais à rien. Là c'est une création pure où on a vraiment créé quelque chose de toute pièce. Et donc ça a une saveur vraiment particulière et je suis très heureux. Le Yozora fait partie des 57 établissements français, dont 7 dans le Grand Est, à décrocher leur première étoile. Le millésime 2025 compte également 10 nouvelles étoiles vertes et 9 nouveaux restaurants doublement étoilés, dont la maison nouvelle du chef Philippe Etchebest à Bordeaux. Très honnêtement, on l'espère, on l'attendait bien évidemment, mais on n'est jamais sûr de rien. Donc le doute, il s'installe toujours et surtout à ce moment-là. Seuls 2 nouveaux restaurants obtiennent la prestigieuse 3e étoile, l'établissement éponyme du Rochelet Christopher Coutenceau et le coquillage du chef Hugo Rollinger. Satisfait évidemment puisque vous retrouvez votre 3e macaron après l'avoir perdu. Oui, satisfait, c'est même un petit mot. Une joie immense, une joie intense et puis hâte de ramener cette 3e étoile à La Rochelle. C'est eux qui m'ont inspiré pour faire ce métier-là et c'est pour ça que ces 3 étoiles elles sont pour vous, papa, maman. Au total, la sélection du Michelin recommande désormais 654 tables étoilées à travers toute la France. Je vous le disais dans les titres de cette édition, Laurent Wauquiez, candidat à la présidence des Républicains, a tenu un discours devant plus de 400 sympathisants à Feurs, dans la Loire. Écoutons ses motivations au micro de TL7. En ce moment, je sillonne le pays un peu de partout, comme le faisait Jacques Chirac. Et quand on revient chez soi, qu'il y a le soutien de tous les amis, la salle qui est comble, cet esprit aussi qui est l'esprit de la Loire, voilà, ça me fait chaud au cœur et ça me porte parce que je sens qu'ils sont à mes côtés et qu'ils veulent qu'on avance ensemble. Voilà, moi je veux qu'on reconstruise notre pays, je veux qu'on fasse à l'échelle de la France qu'on a pu faire pour notre région. Et c'est pour ça que c'est fondamental pour moi d'avoir leur soutien. Avec des valeurs, avec ce à quoi on croit, avec ce qu'on a fait aussi dans notre région, pas augmenter les impôts, défendre les gens qui travaillent, lutter contre la bureaucratie, être fier de nos agriculteurs. C'est ces valeurs-là qui peuvent rassembler les Français. Et pas les ZFE, pas la bureaucratie, pas tout ce qui encombre. Chaque année, les Antilles sont secouées par des séismes, des phénomènes naturels sans grandes conséquences dans la majorité des cas. Mais doit-on se méfier quand même des séismes en Martinique? C'est la question que s'est posée via ATV sur place. Regardez. On voit que tous les séismes ils vont dessiner le plongement de la plaque Amérique sous la plaque Caraïbe. Et donc c'est au frottement entre les plaques qu'ont lieu les ruptures les plus importantes. Un tremblement de terre de magnitude 4,5, rien d'alarmant, et pourtant,
certains commencent à s'inquiéter. L'Observatoire volcanologique de Saint-Pierre tient, lui, à rassurer. Alors, il n'y a rien d'anormal dans les magnitudes des séismes qu'on a enregistrés depuis le début de l'année. Ce ne sont pas les mêmes. En fait, ils ont eu lieu à différents endroits de la plaque, donc en Martinique ou au large ou en profondeur. Et en fait, ils sont liés au phénomène de subduction, c'est-à-dire le plongement des plaques nord- et sud-américaines sous la plaque Caraïbe. Il était à plus de 100 km sous nos pieds. Depuis le début de l'année, 6 séismes ont été enregistrés comme ressentis par la population. En comparaison, 10 à 15 sont ressentis sur une année complète depuis les 20 dernières années. Face à ce chiffre déjà élevé, l'inquiétude ne faiblit pas. Les données historiques nous ont montré qu'on avait pu enregistrer dans le passé au large de la Martinique des séismes qui ont atteint des magnitudes de 7 à 8 et donc qui pourraient faire des dégâts conséquents sur l'île. Face à la possibilité d'un phénomène conséquent sur notre île, des exercices de gestion de crise sismique existent déjà. Se préparer, c'est tout d'abord s'informer, c'est-à-dire essayer d'obtenir l'information. Alors il y a plein d'organismes qui forment au risque naturel majeur, mais sur le site de la préfecture, sur Internet, on a plein d'informations disponibles. Il ne faut pas s'inquiéter, ce sont des phénomènes parfaitement naturels. Deuxièmement, je dirais qu'il faut considérer ces alertes justement comme des moments, comme des petites piqûres de rappel qui permettent justement de se préparer. Donc aujourd'hui, le maître mot, c'est la préparation. Malgré tout, un séisme ne prévient pas et les spécialistes travaillent de plus en plus pour déterminer le moment où la Terre va trembler. Ces professionnels tiennent également à rappeler que ces phénomènes n'ont absolument rien à voir avec l'activité de la montagne Pelée. L'année 2024 a été marquée par une augmentation très significative des saisies de contrefaçon et de drogue. En Nouvelle-Aquitaine, par exemple, les 945 agents ont redoublé d'efforts pour lutter contre ce trafic. Regardez ce reportage de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest, à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Emma Sicli. Arrivés à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, les voyageurs en provenance de Madrid doivent maintenant passer par la douane. Tabac, d'alcool ? Non. Certains d'entre eux devront ouvrir leurs bagages. Le passager aujourd'hui arrive en provenance de Mexico et effectivement le risque sur ce pays-là est le trafic de produits stupéfiants, que ce soit la cocaïne bien évidemment, mais également des produits de synthèse. Donc la vérification physique des valises, le passage du maître-chien nous permet de confirmer ou d'infirmer le risque que nous avions potentiellement détecté. Pour ce passager, la fouille n'a pas permis de découvrir des produits illicites. Mais dans le cas contraire, les douaniers effectuent des saisies. Cette année, il s'agissait majoritairement de tabac de contrebande avec pratiquement 19 tonnes récupérées. En matière de stupéfiants, 5,4 tonnes de cannabis ont été saisies et les drogues de synthèse ont explosé. 360 kilos de cocaïne par exemple, contre 37 en 2023. Mais ce n'est pas tout. En octobre dernier, la brigade de Dax a saisi 2 tortues grecques transportées illégalement. Dans ce cas, c'est un référent CITES qui prend le relais, comme Christelle. Il y a de l'ivoire, d'éléphant, une tortue marine et un crocodile. Toutes ces espèces-là sont protégées. On vérifie si la personne qui transporte ces marchandises a bien les permis qui autorisent sa détention, les permis CITES. Si elle ne les a pas, c'est des objets qui vont être saisis par la douane. L'année 2024 marque donc une explosion de ces opérations et un engagement fort des douaniers sur le terrain, dans un contexte particulier. On a été une année riche en événements sportifs, Coupe d'Europe de foot, Jeux Olympiques bien sûr 2024. Donc on a eu une augmentation très significative des saisies de contrefaçon sur le territoire. La douane continue ainsi sa lutte contre les trafics et la criminalité organisée. À l'échelle nationale, 110 tonnes de stupéfiants ont été saisies en 2024 pour une valeur de 1,2 milliard d'euros. Tout autre chose dans ce journal, plus d'1 an et demi après l'effondrement de la falaise de la Praz sur la ligne TGV Paris-Milan, les travaux de remise en état des infrastructures ferroviaires touchent à leur fin. Les trains pourront à nouveau relier la France et l'Italie. Regardez ce reportage sur ce chantier d'envergure de Jules Demeure pour 8 Mont-Blanc. Il était encore inaccessible il y a quelques mois. Le tunnel ferroviaire, enseveli par tout un pan de la falaise de la Praz, menacé de s'effondrer. Cette galerie, située au pied de la montagne, servait de merlon, un barrage d'enrochement surmonté d'une fosse. Il permet de réceptionner les blocs de roches en cas d'éboulement, comme ce fut le cas en août 2023. Il faut imaginer qu'à la suite de l'éboulement, toute cette zone était complètement ensevelie par l'éboulement. Donc on avait des blocs ici, des blocs qui ont continué jusque sur la RD 1006. Et donc ici on avait 15 000 mètres cubes de matériaux
stockés sur la galerie. Face au risque d'effondrement de la voûte, les équipes de SNCF Réseau ont attendu la fin de la sécurisation de la falaise pour pénétrer dans la galerie. Mais avant de s'atteler à la remise en état des installations ferroviaires, l'ouvrage a dû être consolidé. Toutes les traces blanches qu'on voit qui sont longitudinales, qui sont longilignes, ce sont des fissures millimétriques qu'on est venu injecter, qu'on est venu colmater pour rigidifier la structure de la galerie. Lorsqu'on avait le cône d'éboulement, on a eu de l'ordre de 20 mm de mouvement de la galerie ferroviaire. Avec le déchargement, la galerie est revenue à sa position initiale. Sur un total de 300 mètres de tunnel, seuls les 120 derniers mètres ont été endommagés par l'éboulement. Et avec la sécurisation de la voûte et de la falaise terminée, les ouvriers se sont attaqués ces dernières semaines à l'ultime phase des travaux au niveau de l'entrée du tunnel. Ici, on a changé l'intégralité de la plateforme ferroviaire, donc le ballast, les traverses, les rails et également 150 mètres de caténaire, le fil de contact qui permet d'alimenter les trains. Les derniers ouvriers sont encore à l'œuvre sur la reconstruction du couronnement du tunnel, mais cela ne devrait pas empêcher la reprise du trafic ferroviaire franco-italien après 18 mois de travaux. Avis aux fumeurs, c'est une maladie qui touche près de 3,5 millions de Français chaque année et pourtant peu connaissent la BPCO ou plutôt la maladie du fumeur. Elle est la 3e cause de mortalité par tabac dans le monde. Mais alors qu'est-ce que c'est que cette BPCO? Réponse avec la Provence qui s'est rendue dans un service de pneumologie marseillais. Il a un poumon qui a à peu près 25 ans de plus que lui. Et donc forcément, le handicap respiratoire est notable. La bronchopneumopathie chronique obstructive, c'est le nom barbare d'une maladie qui touche 3,5 millions de Français chaque année. Dans 85% des cas, elle est causée par le tabagisme et se manifeste par un essoufflement, de la fatigue et une toux persistante. À l'hôpital Saint-Joseph, c'est grâce à une spirométrie que la maladie est diagnostiquée. La qualité de vie va dépendre un petit peu de la sévérité de la maladie. Mais pour les patients les plus sévères, il faut vous imaginer, c'est comme si vous prenez, vous, une paille de tout petit calibre et vous respirez en permanence dans cette paille et essayez de marcher, monter des escaliers en respirant uniquement par une paille de petit calibre, vous allez très vite en ressentir le handicap. Une fois le diagnostic posé, le patient devra réaliser un sevrage tabagique associé à un traitement médicamenteux et à une activité physique adaptée. Mais dans certains cas, une endoscopie bronchique peut être proposée. Quand on a du poumon qui est détruit, le poumon, il a des bulles qui ne servent à rien, en fait, des trous. Et donc, ça crée ce qu'on appelle une distension et donc un handicap respiratoire. Et l'objectif est de pouvoir réduire ce volume pulmonaire. Là, on joue sur les symptômes, c'est-à-dire qu'on essaye de réduire la distension du poumon et donc le handicap respiratoire inhérent à cette distension du poumon. En France, la BPCO cause 17 000 décès chaque année. Et pourtant, 60% des patients ne sont pas diagnostiqués. Détectés tardivement, cette maladie peut évoluer vers une insuffisance respiratoire chronique. Depuis le 1er janvier 2024, l'épreuve du permis de conduire est accessible dès l'âge de 17 ans. Une mesure du gouvernement très appréciée par les jeunes, mais décriée par les professionnels du secteur. Voici pourquoi, avec ce reportage de Vosges TV. Regardez. On a largement la place pour reculer. Manon a 17 ans et dans quelques semaines, elle pourra passer son permis de conduire. Un examen anticipé, accessible depuis plusieurs années déjà, mais qui jusque-là ne permettait pas aux mineurs de prendre le volant sans la supervision de leurs parents. C'est désormais possible depuis le 1er janvier 2024, un point positif pour la mobilité des jeunes, parfois difficile dans nos territoires ruraux. Il n'y a pas trop de bus, puis les parents ne sont pas toujours disponibles, donc on ne peut pas trop faire comme on veut. Là, ça permet d'avoir une certaine indépendance. Il fait beau, il y a du monde. On fait bien gaffe aux piétons, c'est le danger principal. Comme elle, plus de 290 000 jeunes ont passé leur permis à 17 ans l'année dernière. Une réforme jugée toutefois précipitée par les professionnels du secteur qui ont dû s'adapter à l'image de cette école de conduite qui compte 550 inscrits dans les Vosges. Ça a amené, c'est sûr, un flux d'inscriptions qu'il y a fallu gérer, encore un plus, des petites choses qui n'avaient pas forcément été pensées dans les hauts lieux, notamment dans les bases des assureurs. Il n'était pas prévu qu'un conducteur soit légalement seul au volant à 17 ans, en fait. De même, le dispositif de conduite supervisée ainsi que l'aide au financement du permis proposé par les CFA n'ont pas été avancés à l'âge de 17 ans. Un non-sens aux yeux des professionnels, alors que les apprentis sont justement les plus concernés par la réforme.
Clairement, moi, ça m'est arrivé de dire cet élève-là, je le passe en priorité, plutôt que d'avoir des parents qui les conduisent à 4h, 6h du matin, quand c'est des professions où il faut se lever tôt. Plus d'inscrits au permis donc, mais pas de créneaux supplémentaires accordés aux auto-écoles pour le passage des examens, tout comme le nombre de moniteurs qui n'a pas augmenté, faute de candidats en pénurie au niveau national. Autant de problématiques qui divisent encore l'opinion. Partons à Montpellier maintenant, où depuis octobre 2023, de nouveaux agents de sécurité patrouillent au sein des logements sociaux de la ville. Ce type d'unité reste très peu répandu en France, mais alors quelles sont les missions de cette brigade très spéciale? Réponse avec cette immersion proposée par notre partenaire Via Occitanie, Justine Barraud. Depuis octobre 2023, de nouveaux agents de sécurité patrouillent au sein des logements sociaux de la ville de Montpellier. Le groupement de sûreté résidentielle interbailleurs effectue plusieurs rondes dans une journée, contrôlant l'état des bâtiments et s'assurant de la tranquillité des résidences. Ce soir-là, quelques rappels au règlement pour certains locataires. Juste pour vous rappeler que c'est interdit de consommer des cigarettes dans les locaux. Et des saisies de stupéfiants qui sont ensuite ramenées à la police nationale. Ils sont obligés de vérifier si toute la partie électrique, il n'y a pas de problème. Et surtout, là par exemple, vous voyez en fait, ils avaient tout cassé et ils arrivent à aller derrière le bâtiment. Et en fait, il y avait un gars qui était posté ici avec une chaise et il se faisait passer des stupéfiants par là en fait. Ce type d'unité existe dans peu de villes en France. Paris, Nice ou Toulouse ont également mis en place ce dispositif de sécurité. À Montpellier, c'est une nouveauté sous l'impulsion du maire de la ville. L'objectif du GSRI, c'est de traiter le sentiment d'insécurité. C'est aussi de traiter des résidences qui sont parfois en difficulté. C'est-à-dire, le GSRI, il est aussi là pour repérer des bâtiments qui sont cassés, des ascenseurs qui ne fonctionnent pas, des ampoules qu'il faut changer, des places de parking qui sont privatisées par de la mécanique sauvage. Pour construire cette équipe, il a fallu tout penser, de la formation à la cartographie des résidences surveillées. Un audit des logements sociaux et un classement par code couleur sur la possible dangerosité des lieux a été effectué. Mandatés par des contrats avec les bailleurs sociaux, les 32 agents de la GSRI interviennent désormais 7 jours sur 7 à Montpellier, à Juvignac et à Sète. En cas de perturbation, les équipes coopèrent avec les polices municipales et nationales. Tout autre chose maintenant, c'est un bien triste fléau qui s'amplifie ces dernières années, les vols dans les cimetières. Partout en France, le nombre d'incivilités augmente dans ces lieux de mémoire. À Chaumont, en Haute-Marne, déjà 8 vols ont été signalés depuis le début de l'année. La commune a donc décidé d'agir. Regardez ce reportage de Puissance Télévisions sur place, Célia Richard. Dans ces lieux de mémoire où le silence règne en maître, certaines tombes se vident de leurs souvenirs. Fleurs fanées, plaques disparues ou stèles abîmées, les cimetières deviennent parfois le théâtre d'actes malveillants. La ville de Chaumont, comme d'autres communes malheureusement en France, depuis un certain nombre d'années, connaît des vols dans ces cimetières et tout particulièrement au cimetière Clamart. Ça a commencé par des vols de fleurs essentiellement et puis maintenant des vols aussi des objets qui peuvent être mis sur les tombes. À Chaumont, depuis le début de l'année, 8 vols ont déjà été signalés. Un chiffre significatif puisqu'il représente le nombre total de signalements en 2024 et la moitié des objets dérobés en 2023. Pour y remédier, la ville a mis en place une caméra mobile afin de surveiller 24 heures sur 24, des rondes plus régulières des policiers municipaux, mais a aussi intensifié la présence de Laure, la gardienne du cimetière. On fait un tour de surveillance pour voir s'il n'y a rien eu qui a bougé la nuit. Bon, après, le site est grand, donc c'est pas toujours évident de tout voir. Une fleur, quelque chose d'assez beau, ou autre, même un petit objet peut être volé. Et donc nous, on leur conseille de prendre des photos avant, quand ils posent leur objet. Et puis s'il y a un vol derrière, on est là pour les accueillir. Donc on enregistre leur vol sur un cahier qui remonte à Madame le maire qui est au courant. On incite surtout les gens à aller porter plainte. Pour rappel, le vol sur les tombes est passible d'1 an de prison et de 15 000 € d'amende. Cette semaine, c'était Claude Malhuret qui était l'invité de Face au territoire sur TV5 Monde avec la presse quotidienne régionale. L'ancien ministre et sénateur qui a créé un véritable buzz mondial avec ses déclarations contre l'administration Trump a répondu aux questions de nos partenaires. Écoutons Claude Malhuret.
le bouchon sous kétamine, il s'agissait d'Elon Musk, c'est votre formule, et la cour de Néron concernant Donald Trump. D'ailleurs, je regrette d'avoir dit la cour de Néron, j'aurais dû dire la cour de Caligula. Il est plus proche de Caligula que de Néron. Vous aviez vraiment pensé ces formules? Vous les aviez... ça m'est venu comme... Voilà, vraiment, ça vous est venu comme ça? Je n'ai pas travaillé ça m'est venu comme ça. C'est un incendiaire, quoi. Donc Trump, c'est un type qui fout le feu partout, donc ça m'a fait penser à Néron. Véritable emblème de la gastronomie bretonne, le kouign-amann est une spécialité à base de pâte feuilletée, de beurre et de sucre caramélisé. Originaire du Finistère, c'est pourtant un boulanger d'Ille-et-Vilaine qui a reçu cette année le titre de meilleur kouign-amann de Bretagne. Partons tout de suite découvrir les secrets de fabrication avec ce reportage de TV Rennes. Et n'oubliez pas vos couverts et votre assiette. Voici le meilleur kouign-amann de Bretagne. Non déplaise aux Finistériens, il a été conçu ici à Béton par Frédéric Lecam. Et pour ce faire, c'est tous les employés de la boulangerie qui ont mis la main à la pâte. Chacun me donnait sa version. Alors il y en a, c'était pas assez cuit, trop salé, trop de caramel. Donc à chaque fois, j'essayais de modifier les critères pour que ce soit unanime à la fin. Au bout d'un moment, ils m'ont dit, bah là, celui-là, il est bien, il est abouti. Alors je sais pas si c'était du lard ou du cochon, parce qu'ils en avaient tellement marre de manger du kouign-amann que peut-être qu'à la fin, ils m'ont dit, oui, celui-là, il est bon. Bah, pour finir, je suis parti sur la recette qu'on avait déterminée. Cette année, c'est vous le meilleur, quoi. C'est moi le meilleur. Je prends. Pour ce costarmoricain, c'est la consécration après 4 tentatives, dont la première, il y a plus de 20 ans. C'est vraiment un prix qui me plaît parce que j'aime bien le kouign-amann, je suis breton pur beurre, on va dire. Dans nos professions, aujourd'hui, il faut toujours aller plus vite. Donc gagner un produit traditionnel, je trouve que c'est super. Et quand on lui demande le secret... Que ce soit croustillant autour et puis bien moelleux à l'intérieur. Et qu'il y ait un bon goût de caramel. Le boulanger remettra son prix en jeu l'année prochaine, même s'il a avoué espérer le garder quelques années. Toujours en matière de gastronomie, l'année 2024 a été une très bonne année pour les producteurs de Chaours. Les ventes de ce fromage ont augmenté de 0,4%. Une situation encourageante pour la profession, mais qui reste vigilante pour le futur. Écoutons Didier Lincé, le président du syndicat de défense du fromage de Chaours, au micro de Canal 32. Après 2 années de légère diminution, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que le consommateur achète du Chaours, réclame du Chaours, et aussi bien d'ailleurs en France qu'à l'exportation. J'ai connaissance de plusieurs appellations qui ont eu des volumes en baisse. Bon, nous progressons, donc on ne peut que se réjouir. Et puis cette semaine, vous pourrez retrouver en kiosque 2 nouvelles éditions du magazine Le Point, consacré aux villes de Lyon et de Neuilly-sur-Seine. La première propose un dossier sur la ville de Lyon qui s'impose comme la capitale de la santé avec des médecins de renom pour devenir un acteur clé des soins de demain. L'édition sur la ville de Neuilly, quant à elle, se penche sur une petite révolution opérée par la commune, vous verrez. Ces 2 éditions spéciales du Point sont bien sûr à retrouver dans vos kiosques ce week-end. Et puis c'est l'un des rendez-vous incontournables de la saison hivernale, Tomorrowland Winter, ce festival de musique techno qui regroupe chaque jour près de 10 000 personnes à l'Alpe d'Huez. D'habitude non accessible aux enfants, cette année, une exception, l'événement a proposé une formation de DJ aux plus petits, une initiative qui a beaucoup plu et que nous découvrons grâce à Télé Grenoble et à l'Alpe d'Huez TV. Regardez. Casque sur la tête et platine en main, c'est au tour des enfants de faire leur show. Pendant 1h30, la Tomorrowland Academy forme les futures générations de DJ sous les conseils de Fabio, de son nom d'artiste, E-Wave. Là, tu vois, maintenant, il y a moins de chants, il y a juste le refrain, et là, tu peux faire ta transition. Regarde. Je pense que ça reste quand même une activité ludique et c'est pour ouvrir et pour arrêter d'avoir cette image de festival et qui peut être parfois mêlée à des images d'adultes où on voit alcool ou autre. Et en fait, le but, c'est vraiment de partager la musique. Depuis 3 ans, le festival accueille une trentaine d'enfants de l'Alpe d'Huez, tous entre 7 et 12 ans. Pour certains enfants, cette session est une expérience amusante, mais pour d'autres, leur premier pas dans le métier. J'aime bien la musique, j'aime bien gérer des musiques, des transitions. On voulait apprendre à mixer et ça nous intéressait un peu. On veut plutôt faire chanteuse, mais il faut faire un peu de tout, quoi. Ouais, on veut essayer de faire un peu de tout. Si ces formations sont en France uniquement proposées lors de Tomorrowland Winter,
L'Académie, elle, organise des stages réguliers en Belgique et offre l'occasion aux enfants de faire leur première scène lors de l'édition estivale. Le bolide de la DeLorean de Retour vers le futur, célèbre film, la 406 de Taxi ou encore la Dodge Viper de Gran Turismo. Florian, un passionné d'automobile, retape et collectionne les voitures les plus connues du cinéma et des jeux vidéo. La Dépêche du Midi a pu le rencontrer et nous faire découvrir ces véhicules mythiques. Regardez. C'est la fameuse DeLorean. La plus emblématique des voitures de police pour moi reste la Crown Victoria. Et c'est une vraie voiture de police qui a vraiment servi. Et là vous avez le vrai PC avec l'imprimante, voilà, d'époque. Pour moi c'est un moyen d'assouvir ma passion de l'automobile, de travailler sur les véhicules, de les rénover. Des véhicules après, pas de prestige, mais des véhicules qui sont plus ou moins agréable à regarder, avec une sympathie pour les gens, voilà. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir à tous.